Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Histoires de demain, organisée par le cabinet TNP en partenariat avec BFM Business. Je souhaite tout d'abord remercier les dirigeants de TNP qui sont à l'initiative de cette conférence, en particulier son président, Benoît Ranini, et son directeur général, Guy Le Turc. Je remercie tous les membres de l'équipe projet de TNP qui se sont mobilisés dans la préparation de cet événement et du livre blanc qui vous sera remis à l'issue de cette conférence. Et je remercie tout particulièrement Ludovic Piaca, Martine Varieras et Adelaine Boucher-Nafa. Je remercie nos invités qui nous font le plaisir de débattre avec nous ce matin sur le thème de l'accélération de la transition énergétique et qui démontrent par leurs témoignages et par leurs projets le rôle prééminent de nos entreprises dans cette transition. Et bien entendu, je remercie Frédéric Simotel, éditorialiste sur BFM Business, qui animera les tables rondes dans quelques instants. Le 20 mars 2023, le GIEC a publié la synthèse de ses 6 derniers rapports sur le réchauffement climatique. 4 grands enseignements ressortent de cette synthèse. Premièrement, le rythme du réchauffement de notre planète depuis le début du XXe siècle, évalué à plus 1,1 degré, est sans précédent depuis plus de 2000 ans. Deuxièmement, le seuil de plus 1,5 degré, qui était la limite à ne pas dépasser, fixée par l'accord de Paris, devrait être atteint dans le courant des années 2030 et plus probablement avant 2035. Troisièmement, en l'absence d'une inflexion majeure, le réchauffement de notre planète devrait être à minima de plus 3,2 degrés d'ici à la fin du XXIe siècle. Et quatrièmement, le réchauffement de la Terre tel qu'il se présente au cours des prochaines décennies représente une menace vitale pour l'humanité. La conclusion du GIEC se veut un tout petit peu plus optimiste, puisque ces experts déclarent qu'il n'est pas trop tard pour agir et pour garantir un avenir vivable pour chacun d'entre nous, mais que nous devons le faire de façon urgente et de façon massive. Avant de voir comment nous pouvons accélérer la transition énergétique, essayons de comprendre pourquoi il est urgent d'intensifier le mouvement. Depuis 2015, il existe un organisme officiel rattaché auprès des services du Premier ministre qui s'appelle l'Agence de l'innovation de défense et dont la mission est de concevoir des scénarios déstabilisants à l'horizon 2050 auxquels notre nation et notre État pourraient être confrontés. Je vous propose, mesdames et messieurs, de vous présenter l'un de ces scénarios dont le seul objectif est de nous faire réfléchir aux conséquences possibles d'un dérèglement climatique. Je précise d'emblée, pour les esprits sceptiques ou pour les âmes sensibles, qu'il s'agit bien d'une fiction et non d'une prévision, mais qu'aucun des éléments de ce récit n'est impossible. À la fin des années 2020, des activistes radicalisés créèrent ce que l'on appela l'armée de défense de la Terre. Après avoir passé des mois à allumer des incendies volontaires aux 4 coins de la planète, voyant que ces actions avaient peu d'effet sur l'opinion publique, l'armée de défense de la Terre décida d'adopter des méthodes un peu plus violentes. En février 2030, la plus grande raffinerie d'Europe, située à Anvers, fut totalement paralysée et mise à l'arrêt par une gigantesque cyberattaque qui détruisit l'ensemble de son système d'information. En mai 2031, un banquier d'affaires, qui quelques années auparavant avait participé au financement de très gros projets pétroliers et gaziers, fut froidement abattu devant son domicile en plein cœur de Londres. 2 mois plus tard, plusieurs drones firent exploser une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique, provoquant une énorme marée noire et tuant au passage 50 personnes. In fine, toutes ces actions se révélèrent, comme d'habitude, totalement contre-productives, tout simplement parce que l'opinion publique mondiale n'y prêta qu'une attention fugace et momentanée. C'est en 2033 que les choses commencèrent enfin à bouger, lorsque de terribles incendies de forêt dévastèrent une partie de la Californie, de l'Oregon et du Nevada. Furieux de voir leur famille s'asphyxier dans la fumée, au sens propre du terme, les salariés d'Amazon exigèrent que la plus grande entreprise d'e-commerce au monde
calcule et publie la quantité totale d'émissions de carbone générées par tous les produits qu'elle distribuait. En quelques semaines, sous la pression des consommateurs du monde entier, tous les concurrents d'Amazon et tous les distributeurs de la planète s'alignèrent sur la même pratique. Mais c'est en 2034 que les choses basculèrent de façon radicale après les gigantesques ouragans et inondations qui ravagèrent plusieurs pays d'Asie et plusieurs États d'Amérique. Le bilan de ces déchaînements de la nature s'éleva à plus de 30 millions de morts et fit l'objet d'un véritable traumatisme mondial. Dans tous les pays, les citoyens se retournèrent contre leur gouvernement pour leur demander de rendre des comptes. Dans la plupart des capitales, des émeutes spontanées se répandirent comme une traînée de poudre. À New Delhi, sur le Rajpath, entre la Porte de l'Inde et le palais présidentiel, plus d'1 million de personnes se rassemblèrent pour protester avant une répression sanglante des forces de sécurité qui fit plus de 10 000 morts. Les mêmes citoyens qui, pendant des décennies, avaient refusé toute taxe et avaient rejeté la plupart des solutions en faveur d'une décarbonation de leur mode de vie, se révoltèrent contre leurs dirigeants, accusés d'impéritie et de forfaiture. Nous sommes, mesdames et messieurs, le 24 novembre 2034, à Washington, à la veille de Thanksgiving. Dans quelques heures, la jeune présidente des États-Unis, élue 2 ans auparavant à l'âge de 37 ans, doit rejoindre sa famille à Camp David pour le traditionnel repas familial. Auparavant, elle s'apprête à annoncer à ses compatriotes et au monde entier la plus difficile et la plus importante décision jamais prise par un dirigeant américain. Pour l'occasion, elle a réuni autour d'elle, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, sa vice-présidente, les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants, ainsi que ses principaux secrétaires d'État et chefs de l'armée. Les États-Unis et une coalition de 180 nations s'engagent dans une politique de décarbonation jamais vue. Même la Chine, affaiblie depuis plusieurs années par sa démographie déclinante, se rallie à cette coalition. Pour la première fois, les énergies fossiles sont progressivement interdites à l'échelle de la planète. Un rationnement énergétique est imposé à toute la population mondiale. Toutes les entreprises, toutes les organisations, tous les individus sont désormais contraints de respecter un quota baptisé allocation carbone personnelle. À partir de maintenant, chacun disposera d'un droit à consommer quantitativement fixé et calculé sur les bases des limites connues de notre planète et du nombre d'habitants sur la Terre. Entreprises et particuliers ont désormais l'obligation d'établir des déclarations carbone auprès de leur administration fiscale. De lourdes sanctions et pénalités s'appliqueront à quiconque dépassera son allocation. Et à contrario, des primes seront reversées à tous ceux qui n'utiliseront pas en totalité leur quota. Une entreprise suédoise créa une application pour analyser en temps réel les données d'achat de tous les citoyens et déterminer la quantité de carbone générée par la consommation de tous leurs produits achetés. Cette application transforma littéralement le système mondial de production. Elle conduisit à la mesure permanente de toutes les émissions de carbone. Certains groupes et certaines entreprises se mirent alors à rechercher les moyens de contourner la loi et de dissimuler leurs émissions de carbone. En 2035, les gouvernements américains et chinois lancèrent une constellation de satellites autour de la Terre utilisant la spectroscopie et les images radars analysées par intelligence artificielle afin d'identifier précisément toutes les émissions de carbone non déclarées. Nous sommes, mesdames et messieurs, le 10 mai 2040, à Paris, en bas des Champs-Élysées. Pour la première fois depuis des années, nous entendons très distinctement le bruit des oiseaux dans les arbres et les cris joyeux des enfants qui jouent dans les jardins. Le ciel est débarrassé de toute pollution et a retrouvé sa couleur d'origine. Depuis 5 ans, les émissions de carbone ont chuté de façon spectaculaire, à tel point que l'objectif de 0 émission carbone en 2050 apparaît non seulement atteignable, mais devrait l'être bien avant cette échéance. Contrairement aux prophéties de certains oiseaux de mauvais augure,
La croissance mondiale ne s'est absolument pas effondrée. En revanche, elle a été redirigée et redynamisée vers ce que d'aucuns appellent les industries de la vie. Santé, alimentation, éducation, écologie, recherche, innovation, culture, système d'information, etc. Certains défenseurs de la liberté objectent que le système serait trop intrusif et serait attentatoire à leur vie de citoyen. Mais leurs revendications pour démanteler un système qui a contribué à sauver notre planète demeurent totalement inaudibles. En conclusion, et pour revenir au mois de mai 2023, nous pouvons légitimement nous demander si le véritable risque que nous courons aujourd'hui n'est pas celui d'un déni de réalité par rapport au changement et aux dangers climatiques. Nous savons tous qu'il existe plusieurs formes de déni. Tout d'abord, le déni de ceux qui contestent et qui considèrent qu'un réchauffement de notre planète de 2 ou 3 degrés n'est pas si grave et qu'il est inutile de bousculer nos sociétés pour un risque qui n'est pas avéré. Ensuite, le déni de ceux qui remettent en cause l'origine humaine du changement climatique et qui cherchent à discréditer de façon systématique la science et les scientifiques considérés comme de dangereux idéologues. Par ailleurs, le déni de tous ceux, et beaucoup d'entre nous peuvent légitimement se sentir concernés, qui préfèrent une explication du monde qui soit simple et qui n'exige pas de faire des efforts. Enfin, le déni de ceux qui considèrent qu'il est inutile de faire des efforts parce que nous ne pouvons avoir aucun impact sur le climat et sur l'avenir. Beaucoup d'humains pensent que la maîtrise du climat n'est pas à notre portée. Et pourtant, mesdames et messieurs, rien n'est plus faux. Rien n'est plus urgent que de regarder les enjeux en face et d'agir, comme le font les entreprises et les organisations dont nous allons maintenant écouter le témoignage, qui démontrent, par une multitude d'actions concrètes, que vivre de façon plus sobre est parfaitement possible et n'est pas synonyme de décroissance, qu'une révolution anthropologique, comme le monde en a déjà connu dans le passé, est parfaitement possible, mais surtout que les ruptures technologiques en cours et à venir font partie de la solution et vont nous aider à transformer nos modes de vie et de production. Comme chacun d'entre nous le sait, changer pour éviter le pire n'a jamais fait rêver personne. En revanche, changer pour inventer un monde meilleur doit nous donner envie et doit nous donner confiance. Je vous remercie.